on est sur des niveaux de déficit qui, États-Unis, Chine, sont historiquement élevés. La flambée de l'or reflète en partie ce début de défiance vis-à-vis de la soutenabilité des finances publiques un peu partout dans les pays développés, et même certains émergents. La résilience chinoise à tous les niveaux et surtout une résilience sur le plan géopolitique, malgré le fait qu'ils soient malmenés, notamment avec l'administration Trump. Je trouve qu'ils sont plutôt renforcés parce qu'ils ont montré une certaine force. Finalement, c'est les seuls qui aujourd'hui semblent tenir tête à Donald Trump début de la fin, je pense que c'était il y a bien longtemps. Un économiste assez brillant qui dirige une institution internationale. Je la cite pas parce que sinon tout le monde va savoir qui c'est. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous pensez de la France? Et il m'a dit, la France a coulé, elle coule et elle coulera. Petite pause avant de continuer. Si tu t'intéresses à la finance, à la macro et à l'investissement, tu l'as sûrement déjà vécu. Un énorme amas d'informations, des avis contradictoires partout, et au final, plus de bruit que de clarté. Fineco est net ce constat. Notre vision est simple. Remettre de la structure et du sens dans la compréhension des marchés. Concrètement, on vulgarise la finance de marché, l'économie et l'investissement avec une méthode claire. Trier l'information utile, l'expliquer simplement et fournir des grilles de lecture pour raisonner comme un investisseur. On propose des contenus gratuits pour suivre l'actualité et les grandes tendances sur Twitter et LinkedIn, mais aussi des offres payantes avec des thèses d'investissement accessibles via notre Substack et Club Fineco pour celles et ceux qui veulent aller plus loin dans leur réflexion. Si tu veux découvrir notre approche, tout est disponible sur notre site internet fineco.fr. Allez, on reprend l'épisode. Bonjour à tous dans ce tout nouveau format, le premier numéro de notre podcast Fineco Whatever It Takes. Alors bien évidemment, beaucoup vont se poser cette question, pourquoi Whatever It Takes? Et je vois mon invité déjà sourire. Bien évidemment parce que depuis la crise de 2008, la finance a été complètement chamboulée. Aujourd'hui, là où les gouvernements et les banques centrales n'étaient que de simples arbitres, sont finalement aujourd'hui des acteurs très prenants, des acteurs primordiaux et qu'il faut absolument analyser et dont il faut comprendre bien évidemment les politiques budgétaires et monétaires. Aujourd'hui, c'est tout le but de notre podcast, vous permettre un petit peu de comprendre l'importance de la macroéconomie, de la liquidité et d'être un petit peu guidé bien évidemment dans vos investissements à travers ce prisme. Avant d'aller beaucoup plus loin, bien évidemment dans ce tout premier numéro, je vous invite massivement à vous abonner à notre chaîne YouTube, mais également à notre chaîne sur Spotify et sur Apple Podcasts. Vous aurez tous les liens en dessous. S'agissant de YouTube, bien évidemment, vous pourrez vous abonner sur le bouton juste en dessous. Pour ce tout premier invité, je vous avoue que pour moi, c'était très difficile de ne pas commencer avec lui. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, c'est quelqu'un dont je m'inspire beaucoup. Il est à mes yeux le meilleur prévisionniste économique de la planète, mais aussi probablement le meilleur économiste français aujourd'hui. Et à titre personnel, je pense que l'Élysée devrait peut-être s'intéresser à lui et s'intéresser aussi à toutes ses opinions et à sa vision du monde d'aujourd'hui. J'ai nommé Christophe Barrot. Bonjour Christophe. Bonjour Omar. Comment vas-tu? Ouais, J'espère que ça tu va. as passé d'excellentes fêtes. Ouais, ça va très bien, je te remercie. Bah écoute, je te souhaite une excellente année, bien évidemment, toute la réussite et la santé que tu mérites. Et puis, merci encore de nous faire cet honneur-là. Tu es clairement le meilleur invité pour ce premier numéro-là et je te remercie encore pour cela. Avec grand plaisir. Bah écoute, si tu veux, on peut commencer un petit peu à aller dans le vif du sujet. Je pense que c'est important, avant de commencer par les zones, d'aller clairement faire un énorme cadre global sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors, avant de parler un petit peu de 2026, j'aimerais qu'on vienne un petit peu en arrière. Si tu devais résumer finalement 2025 en une phrase macro, ce serait laquelle? Alors, une phrase, c'est toujours compliqué, mais moi, ce qui m'a le plus marqué, je dirais 2025, c'est la résilience, chinoise, surtout, à tous les niveaux, économiques, puisque, vraisemblablement, ils vont arriver à faire 5 de croissance. Une émergence sur le plan de la tech, on l'a vu, personne ne les attendait, sur les modèles, d'intelligence artificielle. Ils ont émergé, début d'année dernière, ils ont lancé des nouveaux modèles qui peu à peu, seront à mon avis rapidement à même de concurrencer, les modèles américains et surtout une résilience, sur le plan géopolitique, parce qu'on a vu que malgré le fait qu'ils soient malmenés, notamment avec l'administration Trump, à la finale, je trouve qu'ils sont plutôt renforcés, hein, parce qu'ils ont montré, une certaine force. On a vu, beaucoup de gens l'ont découvert, notamment sur le volet des terres rares où, ils maîtrisent, parfaitement, la production
et finalement, c'est les seuls qui aujourd'hui, semblent tenir tête à Donald Trump, sur, tout un tas de segments. Donc c'est surtout ce point-là que je retiendrai, pour 2025. Bah, justement, on va parler de la Chine par la suite, mais c'est clairement, une zone, on en parlait tout à l'heure en off, mais c'est clairement une zone qui est complètement sous-estimée un petit peu par les Européens, qui n'est pas trop regardée, bien évidemment, parce que beaucoup estiment que les données peuvent être truquées, mais sincèrement, quand on creuse un petit peu le sujet, on comprend que la force chinoise est là et qu'elle, je dirais même potentiellement qu'elle fait peur un petit peu aux États-Unis. Ouais, et puis pas seulement, je pense, pas seulement aux États-Unis, mais, c'est surtout de voir, la vitesse à laquelle ils peuvent avancer dans tout un tas de domaines, la capacité à se moderniser et surtout les je dirais la capacité à appréhender les enjeux de demain et à investir, rapidement et massivement. Donc énormément d'enjeux, je pense, pour les prochaines années et je serais pas étonné que la Chine finalement soit, considérée comme, la première puissance, mondiale, dans tout un tas de secteurs, qui seront, leaders et les plus importants des 10 15 ans à venir. J'ai exactement le même avis que toi. Et d'ailleurs, en parlant de la Chine, on va prendre un petit peu un prisme beaucoup plus global. Quels sont, selon toi, aujourd'hui, les vrais moteurs de croissance mondiale en 2026 et lesquels sont justement en train de s'épuiser petit à petit aujourd'hui? Alors si on regarde, on va dire, 2025 et comme ça me permet de faire un petit retour en arrière et parce que 2026 semble être un peu je dirais la continuité du trait. On avait beaucoup d'appréhension, début 25 sur l'impact notamment des droits de douane, des tensions géopolitiques, des tensions commerciales et finalement la croissance mondiale, devrait atteindre quand même 3,2 en 2025, donc un niveau, relativement satisfaisant. Essentiellement, grâce à un paramètre essentiel facilité par le second. Premier paramètre, c'est la dépense, fiscale et finalement l'investissement donc public, hein, dans tout un tas de zones, notamment en Chine où, ça devrait monter encore en puissance, 2026. On l'a vu, sur la fin d'année avec le Japon, on l'a vu avec les annonces de l'Europe qui devraient, quand même se matérialiser, 2026. On le voit encore, aux États-Unis avec l'impact, des réductions, d'impôts qui se feront sentir à 2026. Donc ça a quand même permis voilà, d'atténuer le choc lié aux incertitudes géopolitiques, commerciales. Et aussi le deuxième facteur, c'est la politique monétaire qui globalement a été, plus accommodante en 2025 avec des baisses de taux, bon, aux États-Unis, mais aussi dans la plupart des pays développés, à l'exception de quelques-uns comme le Japon. Donc ça a été je dirais voilà, d'un point de vue vraiment macro, les 2 supports qui vont, se poursuivre en 2026. Après, si on regarde maintenant d'un point de vue, purement, sectoriel, c'est clair que l'intelligence artificielle et tout ce qu'elle draine autour en termes d'investissement, notamment, dans les data centers et autres, ça a été clairement un moteur, surtout aux États-Unis. On l'a vu en termes de contribution au PIB ou sur le première partie 2025, c'était plus de 50 de la contribution au PIB et ça reste un des gros facteurs, sur la 2e partie 25. Donc ces éléments-là restent, clés, vont rester, je pense, des points, assez importants sur, 26, mais aussi, sur les années, à venir derrière. Alors justement, tu parlais de l'IA et là, ici, on parle un petit peu d'économie réelle parce que même si certains peuvent se plaindre un petit peu de ce qui se passe sur l'IA, ça reste quand même l'économie réelle. Bien évidemment, pour faire travailler cette économie réelle-là, il faut des taux, on va dire, à des niveaux beaucoup plus bas. Mais aujourd'hui, on se retrouve finalement avec des économies qui retrouvent des taux durablement beaucoup plus élevés, des taux longs en tout cas. Est-ce qu'aujourd'hui, on surestime un petit peu la capacité des économies développées à absorber ces fameux taux qui
quand même, montrent qu'ils vont rester beaucoup plus élevés durablement. Alors, c'est clairement un des, facteurs de risque, pour 2026 et même pour, plus tard. Sur les niveaux actuels, je pense que voilà, ça pose pas encore trop de problèmes. Bon, après, il faut voir selon les zones, mais globalement, il y a quand même une résilience de l'économie, même dans les périodes où il y a eu des changements de régime, hein. Je pense aux périodes récentes et notamment à 2022. Maintenant, il y a des vraies questions qui peuvent se poser et surtout sur la partie très longue, donc plutôt sur l'horizon de 30 ans, où on voit qu'il y a eu un léger emballement sur la fin d'année. Ça pourrait être encore à nouveau le cas, 2026, que ce soit au Japon d'une part et potentiellement aussi en Europe, mais je pense qu'on y reviendra dans la discussion. Et ça peut être clairement, voilà, un facteur de risque et sur tous les secteurs qui sont, dépendants, hein, notamment le marché immobilier et on le voit sur les statistiques, notamment aux États-Unis où avec la flambée du 30 ans couplée à un problème, je dirais enfin un peu plus, on va dire, structurel avec des problèmes d'offres, ça peut poser des soucis et ça peut amener le secteur de la construction, en récession selon les différentes zones. Donc, je pense que vraiment un des points clés au moment où les déficits, sont relativement élevés, hein. Aux États-Unis, on est sur du 7%. En Europe, on sera vraisemblablement en augmentation en 2026 avec, toutes les émissions liées au financement dans la défense, d'une part européenne, dans les, infrastructures en Allemagne, plus tout un tas de facteurs de flux. Donc il faudra rester très attentif à ces points-là, parce que ça peut être à un moment ou à un autre, ouais, un gros frein à la croissance et on l'avait vu aussi à travers le Royaume-Uni au moment de leur budget, c'est des très, très grosses forces de rappel, hem, sachant que voilà, on est sur des niveaux de déficit qui, États-Unis, Chine, sont, historiquement élevés et il faudrait pas rentrer dans une période de perte de confiance, ce qui est quand même un peu le cas, quand on regarde, certains indicateurs et je pense que la flambée de l'or reflète en partie, ce début de défiance vis-à-vis de la soutenabilité des finances publiques, un peu partout dans les pays développés et même, certains émergents. Alors justement, c'est la transition parfaite parce que du coup, on va commencer un petit peu à parler des États-Unis. Tu parlais de résilience. Justement, on va revenir encore un petit peu en arrière. En 2025, l'année a été très mouvementée. Comme tu le sais, Donald Trump a été élu à la base, avec un programme où il disait: «On va réduire le déficit, faire des économies de coûts, permettre aux États-Unis de faire en sorte justement que la dette ne soit plus trop un problème». Les marchés lui ont montré que c'était potentiellement pas la meilleure idée, en tout cas, pour que les marchés restent très, très hauts. Derrière, bien évidemment, on a eu, un marché qui s'est, je dirais peut-être pas écroulé, mais qui a chuté assez rapidement. On a eu, je crois, une baisse de moins 25 sur le Nasdaq en 1 mois. Et puis, Donald Trump a fait un petit peu un retour en arrière et a montré que les États-Unis, je dirais pas n'étaient pas grand-chose, mais, étaient difficilement, fort sans, justement un déficit qui reste très fort, des dépenses qui sont, toujours aussi importantes et puis, des stimulus que l'on voit finalement aujourd'hui. Du coup, les marchés ont bien évidemment, remonté la pente et nous sommes aujourd'hui à des plus hauts historiques et on se rapproche du fameux seuil des 7 000 points sur le S&P 500. Mais au-delà de ça, les États-Unis ont montré quand même une certaine résilience, surtout, quand on voit la croissance américaine. Aujourd'hui, on est proche des 4 de croissance. Est-ce que finalement et c'est là où on revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, hein, est-ce que cette résilience te semble véritablement structurelle? Ou est-ce qu'elle est clairement artificielle, justement avec des niveaux de déficit qui ne cessent d'augmenter, des stimulus que Donald Trump critiquait il y a quelque temps et qu'aujourd'hui, il continue de mettre en place via des chèques justement pour les militaires, mais aussi pour les ménages et puis, on en reparlera probablement tout à l'heure, hein, évidemment de la Big Beautiful Bill qui va permettre des remboursements d'impôts, beaucoup plus importants et puis bien évidemment pour terminer, un effet de richesse sur les marchés que l'on voit et qui est de plus en plus important au fur et à mesure que les marchés ne cessent d'augmenter. Ah, plusieurs points. Bon, déjà le 4 c'est, trimestriel annualisé du T3, donc c'est quand même c'est un chiffre exceptionnel, c'est 4,3 pour être exact, mais là, il est plus
transitoire qu'autre chose, soutenu par des effets, notamment sur le déficit commercial qui va pas forcément se reproduire ensuite au T4. Ça avait été aussi dopé par la fin des subventions, sur les véhicules électriques, donc il y avait eu un rush là-dessus. Le T3 aussi avait été dopé par l'Amazon Prime Day qui avait duré, Oui, beaucoup plus que l'année passée. Enfin, il y a pas mal de paramètres, plus les conditions, météo favorables qui ont, ouais, dopé artificiellement le chiffre et on aura vraisemblablement une normalisation au T4. Ah, néanmoins, ce qu'on peut quand même dire, c'est en moyenne sur l'année, voilà, nous on pense qu'on sera à 2,2, donc c'est un petit peu plus que ce qu'attend le oui, consensus qui est 2. Et qui montre une certaine résilience avec tous les épisodes, qu'on a pu avoir de volatilité, de baisse des marchés, comme tu l'as souligné, sur le début 25, droits de douane quand même, hein, qui, ont impacté, l'activité, qui ont créé aussi des chocs, d'incertitude et le gouvernement de shutdown qui a duré, voilà, à peu près 6 semaines, hein, donc c'est aussi, voilà, un certain nombre de freins et malgré tout, ils s'en sortent avec une croissance qui sera, supérieure à 2. Alors, quelque part, il y a une résilience, maintenant, cette croissance, elle est pas, homogène et quand on creuse, elle s'appuie essentiellement sur, on va dire 2 gros, paramètres au-delà des phénomènes, bon, macro, que j'ai cités comme la politique, budgétaire et monétaire. Le premier paramètre, c'est l'investissement dans l'intelligence artificielle, donc qui a été, voilà, relativement, massif, sur 2025. Le deuxième paramètre qui est toujours un peu le même année après année, c'est la conso des ménages. Mais petite distinction quand même, c'est que c'est surtout les ménages ayant les, revenus les plus élevés, qui ont tiré la consommation. Heu, la proportion de à consommer de ces ménages-là, aujourd'hui, elle est de l'ordre de 50 dans l'ensemble de la conso. Donc c'est un chiffre que depuis qu'on a les datas, je crois que c'est, années 90 ou quelque chose comme ça, c'est le plus haut historique. Et ça reflète aussi, bah, un environnement, favorable qui est très lié au marché et donc implicitement l'effet richesse lié au marché. Donc on a une économie américaine qui repose, essentiellement sur ces 2 piliers et qui sont aussi intimement liés, hein, les marchés, l'IA et donc l'effet richesse, ce qui peut la rendre, assez vulnérable. Parce oui, qu'au moindre pépin, on y reviendra parce que ça, c'est je pense le 2e risque sur la croissance américaine. Au moindre pépin, on peut avoir une économie qui, décélère, très, très vite. Maintenant, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a quand même une triple dichotomie aux États-Unis. Donc cette première opposition entre les ménages les plus riches où tout va bien, où ils détiennent, je crois que les 10 les plus riches détiennent à peu près, 87 oui, des actions, mutual funds et cetera. oui, Qu'ils bénéficient donc de cet effet richesse et à l'inverse, les ménages, on va dire les 3 déciles les plus pauvres, eux, sont clairement en difficulté aujourd'hui puisque la croissance des salaires, ralentit, qu'on est sur une inflation qui, reste relativement élevée, puisqu'on était en moyenne sur l'année, très proche des 3. Que globalement, on voit que sur le crédit, on atteint un peu la limite pour ces ménages-là. C'est-à-dire que les taux de rejet sur les crédits, sont, à un plus haut historique, même s'il faut nuancer parce que la série est, récente, hein, c'est depuis 2012. Qu'on voit que les taux de défaut montent, que ce soit sur les cartes de crédit, que ce soit sur les crédits, auto, notamment et ce qui est intéressant, c'est que malgré la baisse de taux court de la Fed, en fait, les taux sur les cartes de crédit sont repartis à la hausse. Donc ça reflète bien, en fait, cette, montée des taux de défaut et ces défaillances. Donc il y a cette première dichotomie, donc au niveau des ménages. Il y a une deuxième dichotomie qui est là plus sectorielle, hein, puisque côté investissement, intelligence artificielle et tout ce segment-là, bah, c'est en nette croissance. Mais en face, il y a des secteurs en récession. oui, Marché immobilier,
qui a contribué négativement à la croissance, depuis le début, 25. On a, le marché de tout ce qui va être lié au fret, à la logistique, qui a été pleinement impacté, par, toute la série d'annonces sur les droits de douane, et autres. Donc et d'autres secteurs qui vont aussi, beaucoup moins bien. Et enfin, une dichotomie qui va être plus régionale, où on voit que certains États, très exposés, au volet tech s'en sortent très bien, mais il y a à peu près 20 États qui, souffrent aujourd'hui. Donc, voilà, c'est quand même une croissance qui est, loin d'être homogène et finalement, vulnérable, potentiellement à des chocs. Bah, justement, tu parlais des 20 fameux États qui étaient un petit peu en difficulté. Derrière, on le voit aussi à travers le marché du travail qui, lui, commence un petit peu à inquiéter. Bon, moi, à titre personnel, je pense qu'il se normalise finalement, hein, avec, justement une offre qui se rééquilibre et une demande également qui se rééquilibre. Toi, quel est ton avis un petit peu là-dessus? Parce que, on voit un petit peu, tout et n'importe quoi un petit peu dans les médias. Beaucoup estiment que, la Fed est en retard, mais comment tu vois un petit peu cet aspect-là? Un marché de l'emploi, c'est assez complexe parce que, il est impacté, aussi par des variables comme, la démographie, comme l'immigration, comme l'incertitude ambiante aussi, qui peut impacter les décisions des entreprises. Je pense que le premier constat, c'est qu'il y a déjà globalement, je te rejoins sur le phénomène rééquilibrage, qui est aujourd'hui, il y a à la fois moins d'offres et moins de demandes, donc un équilibre du marché de l'emploi qui est, beaucoup plus bas, hein. C'est-à-dire qu'avec finalement moins de création de jobs, on peut maintenir un taux de chômage constant. Donc c'est un peu technique, mais voilà, il y a surtout ce phénomène sur l'immigration, hein. S'il y a beaucoup moins d'entrées avec la politique de Trump, il y a potentiellement, moins de chômeurs. Donc ça, il faut aussi l'avoir en tête. Maintenant, c'est une période aussi un peu, difficile à appréhender à cause de l'incertitude. On a vu que les boîtes, ont réduit quand même les embauches. Après, est-ce que c'est une anticipation du cycle économique ou simplement, bah, un phénomène d'incertitude? Et étant donné l'incertitude qu'on a eue, sur les droits de douane, l'incertitude aussi qu'on a pu avoir avec le gouvernement de shutdown, on peut se dire que artificiellement, cette demande de la part des entreprises a été minorée et qu'elle est, après ces phénomènes-là, vouée à repartir, à la hausse aussi. Il y a un autre phénomène qui est l'intelligence artificielle qui, commence à impacter le marché du travail, négativement aussi et je pense que c'est voué à s'intensifier dans, prochains mois, les prochaines années. Il faut pas le nuancer et ce phénomène, il est peut-être plus visible aujourd'hui aux États-Unis qu'ailleurs parce qu'ils sont pionniers, dans le domaine, donc il faut aussi le prendre en compte et le retraiter. Maintenant, moi, ma vision aujourd'hui, c'est que, voilà, on est sur des créations de jobs qui vont être quand même beaucoup plus faibles, que ce qu'on a connu les années précédentes. Avec aussi un bémol, c'est que les données vont être encore révisées à la baisse, comme c'est le cas, depuis quelques années. Donc faut quand même, le nuancer légèrement. Mais on est sur un marché qui est, voilà, peut-être plus fragile et encore une fois, vulnérable à un choc. Et aujourd'hui, ce qui se passe aussi, c'est qu'au-delà des créations de jobs, il y a le phénomène qu'on a entamé maintenant depuis quelques mois, qui est le ralentissement de la croissance, des salaires, qui a un impact direct, sur l'inflation à moyen terme. Donc globalement, je dirais que le marché de l'emploi aujourd'hui, il est un peu fragile, vulnérable à un choc. C'est très clairement ce qui est identifié par la Fed et qui va produire potentiellement, moins d'inflation que ce qu'on a pu, connaître ces, 2-3 dernières années, enfin, l'ère post-Covid où, pour le coup, on était sur des niveaux, très, très tendus. Il y avait des risques d'inflation de second tour assez marqués, alors qu'aujourd'hui, finalement, le risque court terme, c'est celui des droits de douane encore, puisque les boîtes n'ont pas répercuter l'ensemble des coûts.
Mais maintenant, quand on regarde plutôt à moyen terme et notamment, je pense, un déterminant clé de l'inflation, c'est le prix des loyers et selon les proxys qu'on va prendre, certains indiquent que le prix des loyers baisse, d'autres qu'ils ont ralenti très significativement. Mais quoi qu'il en soit, on est sur une normalisation, assez massive sur ce volet-là et qui est voué à se poursuivre, à mon avis sur le 1er semestre, 26, aux États-Unis. Aussi parce qu'il y a un phénomène de mobilité qui s'est réduit significativement à cause de l'immigration. Donc on a finalement un roulement, qui est différent et une situation démographique, changeante. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on est plutôt dans un cadre où on a un marché de l'emploi vulnérable encore court terme, une inflation qui, certes, va rester encore, un peu élevée court terme, mais qui est vouée à se normaliser, notamment sur la deuxième partie 26 à cause de ces implications sur le paramètre loyer. Faut savoir que la statistique officielle du CPI a toujours un retard de par sa construction méthodologique par rapport à ce qu'on appelle les market rents, donc le prix des loyers en live qu'on peut voir sur certains proxys. Donc aujourd'hui, la Fed, clairement, à la limite, elle peut être très légèrement en retard ou elle est, en ligne avec le cycle et avec les interrogations que, je dirais, les économistes peuvent avoir sur le volet plutôt inflation court terme qui reste élevé. Parce que la problématique, c'est de baisser les taux alors que l'inflation aujourd'hui en rythme annuel, on est quand même proche des 3%, ce qui est un point au-dessus de la cible. Mais maintenant, si on regarde sur l'inflation moyen terme anticipée, bah, on peut se dire que voilà, on va rester à mon avis dans une logique où dès qu'on aura un mauvais chiffre sur l'emploi, ils vont baisser les taux. Exactement. Ce qui va être intéressant surtout, c'est pas le rapport de l'emploi qui va être publié, du mois de décembre, mais celui de janvier où en plus de ça, on aura les révisions, statistiques et les, changements sur les méthodes d'ajustement saisonnier et aussi de création d'entreprises qui sont généralement les 2 points à anticiper pour, chaque rapport de l'emploi et vraisemblablement, ça va être révisé à la baisse et donc on pourra avoir un rapport de l'emploi à janvier qui sera publié donc février qui peut être un peu faible, les suivants aussi et donc ils pourraient se retrouver à, rebaisser les taux, voilà, on peut dire, dès mars ou peut-être, très légèrement, après. Donc à mon avis, on va rester un peu dans cette dynamique-là qui est le trade-off entre inflation et marché de l'emploi, il est plutôt ancré sur le marché de l'emploi, et au moindre mauvais chiffre sur l'emploi, bah, ils seront plutôt amenés à baisser les taux et autre paramètre intéressant pour 2026, c'est qu'on aura un changement du président de la Fed et qu'on peut s'attendre quand même à avoir quelqu'un qui soit, légèrement plus, accommodant et beaucoup moins démocrate. Donc dans la logique, de l'administration Trump qui est de continuer de faire baisser le dollar, voilà, on peut s'attendre encore à une politique monétaire accommodante sur le volet des taux d'intérêt. Surtout au moment où, le bilan de la Fed, est déjà reparti à la hausse. Puisque décembre, on l'a vu, la remontée est assez nette. Donc voilà, on vise quand même une politique monétaire favorable, à l'économie en 2026 et c'est pour ça qu'on est toujours, et que j'ai été amené à revoir un peu à la hausse, au-dessus de 2 également pour 2026, en plus de la politique, budgétaire qui va être favorable sur la première partie de l'année. Donc, finalement, globalement, tu vois, beaucoup plus de baisse de taux, que ce que le marché peut anticiper aujourd'hui. Ouais, j'en vois 3. Marché anticipe un peu plus, enfin, un peu plus que 2. Mais je me dis qu'il y aura une volonté de remettre un coup de collier, avant les midterms, donc qui sont, en novembre et qu'à partir de ce moment-là, on peut même imaginer que la considération macroéconomique, sera un peu de second plan et ça suppose quand même implicitement que les banques centrales sont moyennement indépendantes, ce qui est ma vision depuis, quand même un certain temps. Je te rassure, on a la même vision et tu sais, moi, je pense
clairement même qu'on peut avoir 4 baisses. Je pense que Powell, avant de partir, peut en faire une, justement pour les raisons que tu as indiquées, hein, c'est-à-dire par rapport au marché de l'emploi. Et puis de l'autre côté, on aura un président, de la Fed qui sera beaucoup plus accommodant et pour des raisons politiques, mais aussi entre guillemets «pour des raisons liées au marché de l'emploi», pourrait baisser les taux beaucoup plus rapidement que ce que le marché anticipe. D'ailleurs, petite parenthèse, est-ce que tu préférais que ce soit, Kevin Warsh ou, Kevin Hassett? Franchement, aucune préférence. Aucune préférence, j'ai rencontré ni l'un ni l'autre, donc honnêtement, la vision que je m'en fais à travers la presse, ouais, n'a pas vraiment d'importance, quoi. D'accord. Donc non, pas de ouais, pas de préférence. Est-ce que justement ça va un petit peu impacter tes prévisions, selon le nom ou pour toi ça restera quoi qu'il arrive, la même chose? Bah, le nom, non, mais les premières déclarations, je pense, seront quand même, importantes parce qu'il y a aussi toujours le volet, tu sais, que ce soit enfin, globalement en politique, parce que c'est de la politique pour être président de la Fed. Il y a ce que tu dis avant et ce que tu fais, concrètement, quoi. Donc même jusque-là, de toute façon, l'idée, c'est de dire, «Je vais dans le sens de Trump», donc ça, on l'a compris, hein, le profil doit matcher avec son idéologie. Maintenant, dans quelle ampleur et comment et surtout, ce qui va être important, c'est bon, ça reste un comité et la capacité à réconcilier les opinions et essayer d'avoir des décisions qui soient quand même un minimum, unanimes. Parce qu'il faut une certaine cohérence, dans les jugements, pour aussi faciliter la lecture je dirais aux investisseurs, parce que sinon on risque de les perdre et on peut avoir des mouvements extrêmes à un moment ou à un autre. Donc ça va plus être ça, ça va être sur le voilà, la prise de fonction, les premières déclarations concrètes et surtout le premier comité, la première conférence de presse. Alors justement, tout à l'heure tu parlais de risques aux États-Unis. Quel est pour toi le véritable risque finalement, en 2026 et est-ce que tu penses que les marchés, les intègrent correctement? Ah, le principal risque, pour moi, bon, au-delà des taux longs qui constituent un risque permanent finalement année après année, le risque, il est vraiment sur le volet intelligence artificielle et sur un segment bien précis, qui est l'investissement, massif dans les data centers. Il faut savoir que c'est des montants qui sont, extrêmement importants et qui, impliquent, 2 hypothèses relativement fortes, derrière. La première, c'est une adoption d'intelligence artificielle rapide. Donc ça, je dirais, c'est possible, mais surtout une monétisation rapide. Ça, j'ai beaucoup plus de doutes, Absolument. sur ce côté-là, pour, plusieurs raisons, en fait. 1°, c'est que la monétisation rapide implique aussi, une concurrence limitée. Or, on a bien vu que ce qui se passe avec la Chine et l'émergence des, 3 modèles chinois qui commencent sérieusement à concurrencer tous les autres. Surtout que les modèles chinois, dans certains cas, sont 50 fois moins chers. Ça, il faut Oui. quand même le souligner parce que ça peut avoir ouais, une importance capitale et ça, c'est le 1er point. Le deuxième point sur la rentabilité d'un data center, c'est on fait des hypothèses quand même extrêmement optimistes sur, les coûts liés au data center. Premier coût, c'est l'électricité. Or, on voit bien que si on trace une courbe à 2030, il va y avoir très clairement des problématiques, d'offres d'électricité et surtout, alors ça ne sera pas sous Trump, mais post-Trump, c'est la réglementation environnementale. Parce que les data centers, peuvent devenir, une vraie catastrophe là-dessus et il peut y avoir un certain nombre de réglementations. Donc aujourd'hui, il y a des hypothèses quand même assez favorable en termes de business plan déjà sur l'ensemble de l'investissement data center. Alors pas certain que voilà, il y ait un risque faramineux à court terme là-dessus,
Mais il y a quand même certaines boîtes dans ce segment-là, je pense à une en particulier qui est OpenAI, qui a quand même pris des engagements sur 1,5 trillion à 10 ans d'investissement. Or, c'est une boîte qui, quand même fait, 15 milliards de chiffre d'affaires, 1,5 trillion de commitment, donc faut quand même bien appréhender la chose. Qu'au mieux, ils feront peut-être 100 milliards en 2027, mais ça suppose quand même, encore une fois, une adoption rapide, une monétisation rapide, une absence de concurrence Oui. ailleurs. Et autant, Amazon, Google, Facebook, ils investissent dans les data centers, ils le font avec, leur propre argent et ça se voit très bien dans les free cash flow qu'ils font de très, très nettement, maintenant depuis, 5 trimestres. Ils commencent aussi maintenant à émettre des obligations, donc ça peut peser aussi sur les marchés. Bah, un OpenAI, si, ils sont pas en mesure de monétiser rapidement, le business plan s'effondre. Or, on a bien vu en 2025 que quand OpenAI fait une annonce d'un partenariat ou d'un investissement, c'est pricé à 100. Le marché l'a pricé à 100. Sauf que dans les faits, on est quand même très, très loin, si OpenAI n'arrive pas à lever d'argent, comme ils le souhaitent, s'ils font moins de chiffre d'affaires que prévu ou s'il y a un concurrent qui, leur rentre dedans aux US, bah, ça va être beaucoup plus compliqué et sur cette partie-là, ça peut avoir des répercussions puisque derrière les boîtes avec qui, ils ont des contrats, je prends l'exemple d'Oracle parce que ça a été un peu le symbole sur 2025. Oracle dans ses books, voilà, dans les, new orders, c'est pricé à 100 qu'OpenAI va les payer. Donc eux vont faire le data center, pas de problème. Mais sauf que si au moment de ou en cours de route, on leur dit: «Ah, je peux pas te payer», ouais, c'est pas la même chose. Surtout qu'Oracle a un debt sur equity ratio supérieur à 550. Donc on est quand même il y a des, chaînons qui sont à risque. Et ça avait notamment été, très bien, évoqué par la Banque centrale d'Angleterre, sur la fin d'année qui avait fait un papier, un warning, dans un rapport de stabilité financière et c'est clairement un des points qu'il faudra, scruter, je pense et surtout, voilà, tous ces chaînons un petit peu, fragiles et je pense aussi un des points clés, c'est les rapports d'OpenAI sur le nombre de users et leur capacité à monétiser sur le volet entreprise où ils ont enfin voilà, des grosses ambitions et où c'est censé être une grosse partie de leur revenu futur. Alors après les États-Unis, on va attaquer un autre gros morceau. Je sais pas si c'est ton préféré, mais mais il est quand même très important, c'est l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe est présentée un petit peu comme le maillon faible du cycle, hein, aujourd'hui. Beaucoup estiment qu'elle est, beaucoup plus structurellement vulnérable au choc que les États-Unis. Toi, quel est un petit peu ton avis? Est-ce que tu penses que c'est une vision qui est juste ou caricaturale? Non, je pense que la disons la vision, pour l'Europe est, je vais pas être trop pessimiste, mais, la vision décrite est assez proche de la réalité, plus dans une optique, moyen long terme. C'est-à-dire que ce qui ressort vraiment de l'Europe aujourd'hui, c'est, bah, des divergences et des, dispersions dans les ambitions que peuvent avoir les différents États membres et surtout sur une vision commune, globale. Alors, il y a eu quand même, des changements en 2025 et je pense que finalement, ce qui sauve un peu l'Europe, dans ce segment-là, c'est, Donald Trump et sans lui, en fait, il y aurait eu aucune réaction, il a fallu qu'il arrive, au pouvoir et que finalement il menace implicitement, bah, via le volet ukrainien et d'autres choses, la stabilité à très long terme pour qu'il y ait cette réaction avec les fonds sur la défense, réaction aussi des Allemands, hein, parce que c'est quand même grâce à C'est Trump clair. que le fantasme des économistes depuis 30 ans que l'Allemagne dépense enfin, se matérialise. Mais sans ça, en fait, sans paramètres externes, mis à part quelques, coups d'éclat, mais qui se sont faits à chaque fois pendant les crises, c'est toujours une réaction
plutôt qu'une anticipation en Europe. Exactement. Et il y a donc cette absence de vision qui est quand même, je pense le principal problème et ce qui fait qu'on a raté, bah, un peu tous les virages, techno, quoi. On est en retard sur les véhicules électriques, on est en retard sur, l'intelligence artificielle. Enfin, on est toujours plus là voilà, je caricature, mais nous, on régule une fois qu'on a, voilà, une percée techno. Mais en termes de voilà, de alors bien sûr, il y a des boîtes qui, réalisent des choses, magnifiques, mais globalement, dans l'esprit, c'est le premier reproche qu'on peut faire à l'Europe et surtout que je pense qu'en termes de compétitivité, on a commencé, à le voir ces dernières années, un peu plus en 2025, mais pour les années à venir, il y a quand même une perte de compétitivité et une concurrence de plus en plus forte de la part de la Chine, hein. Et ça se voit surtout, pour l'Allemagne qui est en train de faire face à une chute de sa production industrielle, qu'il y a quand même un certain nombre de difficultés sur les exportations dans des, secteurs, plutôt, manufacturiers. Donc il y a cette perte de compétitivité vis-à-vis de la Chine et potentiellement aussi même un peu plus vis-à-vis des États-Unis, post, trade deal où, voilà, les conditions ont été beaucoup plus favorables pour eux. Et le tout renforcé par un euro, pas simplement l'euro-dollar, mais l'euro composite qui a un plus haut historique et qu'on laisse filer dans ce sens-là. Donc ouais, vulnérable bien sûr, et vulnérable pas simplement sur le court terme, mais sur le long terme en termes de compétitivité, parce qu'il y a une absence de réaction, mis à part peut-être, voilà, des Allemands, qui, après aussi, 2 années de contraction du PIB, se sont réveillés et sur la défense parce qu'il y a quand même une prise de conscience sur le fait que le monde, potentiellement est, légèrement moins sûr et ça date pas de Donald Trump. Mais mis à part ça, on sent bien que il y a une problématique de vision. Ensuite, il y a une problématique qui va être plus politique, hein, parce que tous les gouvernements en Europe sont à risque. Bon, on l'a bien vu sur, l'épisode français, mais on voit bien les changements, qu'il y a pu y avoir en Allemagne, les difficultés aux Pays-Bas, en Autriche et autres. Donc il y a beaucoup de revirements, il y a une absence de voilà, c'est difficile d'avoir une vision, de ce que sera le paysage politique, à 10 ans, en Europe. Donc c'est très vulnérable à des chocs et après il y a, voilà, tout un tas de problématiques, fiscales que connaît, en particulier aujourd'hui c'est la France, mais avant c'était l'Italie, avant c'était l'Espagne ou bien la Grèce. Voilà, qui se sont quand même, en moyenne tous, bien relevés. Mais il y a toujours, voilà, ces incertitudes qui pèsent et qui vont peser sur les investissements aussi directs de l'étranger. Ça, c'est ce qui crée quand même la croissance long terme. Donc je dirais que c'est un maillon faible, pas forcément pour, 2026 parce que voilà, il y a ces plans de soutien, dans la défense, dans les infras en Allemagne qui seront peut-être pas à la hauteur des attentes, mais ils vont être là. Mais après sur la durée, le long terme, mais la compétitivité, ouais, ça reste une des zones sur lesquelles, ouais, c'est très difficile à se projeter à, voilà, à 10 ans et qui a finalement un peu plus, enfin une épée de Damoclès supplémentaire, que n'ont pas les autres zones géographiques. Alors justement, tu parlais de vulnérabilité, et je pense que le symbole un petit peu de tout cela, c'est la France. Aujourd'hui, on a une croissance qui est très molle, un déficit qui est de plus en plus élevé, des tensions politiques. Aujourd'hui, l'inflation est tombée et elle est bien évidemment bien en dessous des 2 visés. Est-ce que alors, tu le sais, beaucoup, s'amusent sur Twitter, mais aussi dans les médias. Est-ce que tu penses que c'est clairement le début de la fin pour la France? Ou est-ce que, une réaction peut arriver avec, potentiellement des nouvelles personnes qui prendraient la présidence par la suite? C'est une bonne question, le début de la fin, non, le début de la fin, je pense que c'était il y a bien longtemps. Heu, je vais pas le citer, mais j'avais rencontré il y a ouais, c'était à peu près 10 ans, un économiste assez brillant qui dirige une institution internationale. Je la cite pas parce que sinon tout le monde va savoir qui c'est
et je lui avais demandé: «Mais, qu'est-ce que vous pensez de la France?» et il m'a dit: «La France a coulé, elle coule et elle coulera». Et quand il m'avait dit ça, je me suis dit: «Mais» enfin, c'est assez choquant parce que c'est quand même quelqu'un qui est très écouté et autres et finalement, quand tu regardes, en fait, ce qui se passe, mais pas simplement qu'économiquement, mais à tous les niveaux, tu sens que, voilà, c'est quelque chose qui c'est une détérioration que tu observes dans la plupart des données statistiques que tu vas prendre. La dégradation et elle date pas d'hier, hein. Ça va de l'économie, bien sûr, en termes de puissance mondiale, en termes de, croissance potentielle sous-jacente, mais ça se retrouve dans l'éducation, ça se retrouve dans des choses très basiques comme, l'entretien des routes, comme le temps d'attente aux urgences et cetera et cetera et cetera. Donc c'est pas le début de la fin, c'est tu es sur une dégradation qui, malheureusement pour nous, n'est pas violente. C'est-à-dire que c'est quelque chose c'est un phénomène qui est rampant, progressif. Malheureusement aussi, entre guillemets, le je suis pas certain qu'un changement de personne, aujourd'hui, en 2027 par exemple, peu importe, je sans faire de politique, mais peu importe qui tu vas mettre, je pense que le modèle en fait, n'est pas bon et c'est plus une problématique de, aussi je pense d'éducation, de manière de réfléchir, de aussi connaissance, globalement, pas simplement économique mais, globale. Donc je suis pas certain que ça entraîne, un choc et un rebond, du jour au lendemain. Donc ça, c'est je dirais la vision un peu négative de la chose. Maintenant la vision positive, c'est que je pense que, si tu fais venir une institution internationale externe qui prend les décisions parce que les vraies décisions à prendre, personne ne les prendra en interne. Ça ne viendra pas d'un homme politique. Personne ne peut se faire élire sur un programme où il réforme tout, où il va, couper dans les fonctionnaires, où, il va changer, tout le modèle. C'est pas possible, en fait. Les gens aussi, je pense qu'intrinsèquement, heu, ils veulent que ça change, mais ils veulent pas de changement. C'est très français, en fait. C'est ça. C'est la prise de risque, qui nous fait quand même beaucoup, défaut dans la mentalité. Donc si tu prenais une institution internationale, que tu la mettais à la tête du pays, je pense que ce serait la recovery la plus rapide et une des plus fortes jamais enregistrées. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que le potentiel de fond, hem, il est quand même assez important et il manquerait, enfin très, très peu de choses, au-delà des réformes structurelles à apporter pour faire, redémarrer le pays. Donc ça, c'est le voilà, le volet un peu optimiste. Maintenant, tu vas me poser la question, dans combien de temps ça arrive? Je je la vois venir parce que c'est souvent ce genre de choses. Le problème, c'est que, aujourd'hui, la France reste quand même un des, gros pays de la zone euro, que tu peux imaginer que la BCE, sera derrière nous un long moment et surtout, faut pas oublier une chose qui est, je pense la plus importante géopolitiquement, on est le seul pays, dans la zone euro à avoir l'arme nucléaire. Donc ce sera pas tu vas pas nous laisser tomber comme ça C'est clair. et c'est ce qui fait que, on risque de rester un peu dans cette mouvance, de dégradation lente et progressive jusqu'à ce que soit il y ait une entité internationale externe qui vienne, soit qu'il y ait une prise de conscience, générale et une adoption d'un programme pour qu'une personne, puisse la mettre en place. Mais il y a un tel morcellement, en fait, des idées, des opinions, qui fait qu'avoir une cohérence, même en temps, je dirais, de paix, sociale, on n'arrive pas à l'avoir.
Donc ça me paraît un peu complexe sur le court terme. Alors, tu parlais justement de la BCE. On va un petit peu changer de sujet parce que la France, je sais que c'est un petit peu plus complexe, mais la BCE aujourd'hui, ne parle qu'exclusivement d'inflation. Est-ce que tu penses justement qu'elle n'est pas en train de se tromper de combat aujourd'hui? Alors, ça peut être clairement la seule cible dans une, je dirais, optique de politique monétaire à moyen terme. Parler d'inflation. Maintenant et moi ce que je reproche à la BCE, à part peut-être sous, l'ère Draghi, c'est le fait d'avoir un peu comme l'Europe dans sa globalité, une politique de réaction plutôt que d'anticipation. Et ça, c'est quand même, je pense, un problème, à moyen terme parce que si on, faisait un scoring objectif des décisions de la BCE, en moyenne depuis sa création, je pense que le panel des économistes serait plutôt à les critiquer que, leur jeter des fleurs. Et souvent, ils ont été en retard, en fait. Très souvent, parce que, voilà, dogme sur l'inflation, parce qu'il y a certains États qui, culturellement, ont une peur peut-être exacerbée de l'inflation. Je pense aux Pays-Bas, je pense à l'Allemagne et cetera, dont les voix comptent au sein du comité. Donc il y a une dimension qui est quand même un peu politique et aussi, dans les prises de décision. Et aujourd'hui, je pense que leur vision de l'inflation, bah, elle est peut-être, pareil, un peu, tellement d'anticipation, en fait. Et les risques liés à l'inflation, pour moi, en Europe, sont, le spectre, il est plutôt orienté à la baisse que, neutre ou à la hausse, pour tout un tas de raisons, qui est que certes, l'économie peut réaccélérer en 2026, mais si elle le fait, c'est par des secteurs qui ont un levier, macroéconomique sur l'inflation réduit. Ça, c'est le premier point. Qu'ensuite, si on regarde la dimension là, plus moyen long terme, de compétitivité, comme je l'ai cité, on est quand même dans une posture qui est, complexe où, on voit sur les je prends le cas des véhicules électriques, mais si on prend les parts de marché, on voit bien que les Chinois, à un moment, en 2025, gagnaient quasiment 0,5 points de part de marché tous les mois sur les véhicules hybrides. Donc c'est quand même voilà, c'est un exemple, mais on peut le retrouver dans d'autres, secteurs. Donc en termes de compétitivité, il y a une problématique. Si on regarde aujourd'hui l'euro, le prix des biens importés avec un euro composite au plus historique, bah, on peut anticiper, pareil, un ralentissement de cette inflation-là, et que finalement l'inflation créée, c'est souvent des one-off parce que c'est des mesures qu'on va appliquer plutôt que, l'effet d'inflation de second tour, Mmh. qui elle a existé, hein, post-Covid, hein, faut pas le nier, mais qui aujourd'hui, on peut quand même se poser la question de savoir si on rentre pas dans un régime normal. Et sur les chocs, alors bien sûr qu'il peut y avoir des chocs qui poussent l'inflation à la hausse, notamment le prix de l'énergie, mais si on avait, par exemple, une résolution du conflit Ukraine-Russie, bah, le prix de l'alimentation baisserait immédiatement de 10 voire plus. Ouais. Et prix de l'énergie, probablement que ça baisserait, aussi. Donc c'est pour ça que, au moment où on se parle, je trouve que leur vision de dire: «Les taux, baisseront plus» et voir, le prochain move si on doit, définir ce que ça doit être, sera plus une hausse à long terme. Ce qui est un peu l'anticipation du marché, hein, parce que le marché, s'anticipe pas de baisse de taux cette année. Je trouve ça un peu, ouais, ça manque pareil, bah, d'ambition finalement parce que, les déterminants aujourd'hui,
politique, géopolitique, la conquête, en fait, des marchés passe par souvent des monnaies qui sont un peu plus faibles. C'est ce qui est clairement affiché par, les US, mais pas que, et ça, il faut je pense le prendre en compte. Et après, il y a une autre dynamique à prendre en compte côté, BCE, c'est son bilan. C'est-à-dire qu'on est sur un bilan aujourd'hui, on est toujours dans du quantitative, tightening, en Europe, et donc on va avoir une divergence de bilan, assez marquée avec les États-Unis qui, en termes de flux, va impacter les devises et peut renforcer, à terme, à paramètre constant. Ça veut dire qu'on aura un euro structurellement plus fort. Mais, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, voilà, sur les exportations et sur une baisse, potentielle de l'inflation, importée, et tous ces enjeux-là, j'ai l'impression qu'ils sont, bah, souvent mis, un peu de côté dans le discours. Donc c'est ce que je leur reprocherais, dernièrement, en termes de communication, ouais. Alors justement, tu parlais du volet monétaire, on va y revenir pour terminer, sur la zone, européenne, mais il y a un sujet que moi je trouve très important, c'est, le fait que la BCE n'est plus un acheteur structurel de dette. C'est un petit peu le cas d'ailleurs de beaucoup, de banques centrales, aujourd'hui dans le monde. L'effet évidemment que l'on voit aujourd'hui, c'est que les taux longs en Europe explosent à la hausse. Aujourd'hui, on a un 10 ans français qui, dépasse les 3,5%. Quel est toi un petit peu ton avis sur cet aspect-là, en Europe? Ouais, c'est un peu un des risques. Le risque, c'est que sur l'Europe, premièrement, la BCE n'est plus un acheteur, structurel de dette. Deuxièmement, il va y avoir des émissions massives parce qu'il faut financer les plans de, relance de la défense et les infras en Allemagne. Troisièmement, il y a un paramètre qui, peu souvent évoqué, c'est les changements, de fonctionnement des fonds de pension, aux Pays-Bas, qui eux aussi vont être structurellement vendeurs. Donc ça fait quand même beaucoup de vendeurs au moment où le plus gros acheteurs étrangers, à savoir les Japonais, sont en train d'enregistrer eux aussi une hausse des taux longs, donc ils vont demander un premium supplémentaire pour investir en Europe. Et ça, c'est clairement, voilà, un paramètre qui est négligé. Il suffit juste de regarder, ne serait-ce de regarder le prix des obligations 30 ans, européennes, ce qu'elles ont fait en 2025. Ça a été un carnage. Et il vaudrait mieux pas que ça se reproduise en 2026, parce que derrière, là encore, les secteurs les plus sensibles à ça, notamment le volet immobilier qui a bien tenu en Europe, hein, dernièrement, hein, si on prend en agrégé, bah, ça pourrait, l'impacter aussi. Et c'est donc un des risques, je pense, à suivre, pour 2026. Pour terminer, du coup, on parle de la monnaie. Alors beaucoup estiment que, l'euro est trop fort et qu'il ne devrait pas l'être. À titre personnel, moi, c'était, un phénomène que j'attendais, hein. Beaucoup parlaient de la parité. De mon côté, j'avais bien évidemment fait mes devoirs et écouté Scott Bessent qui a été très clair sur le dollar pour la suite. Quel est toi un petit peu ton avis sur la paire euro-dollar aujourd'hui? Est-ce que tu vois un euro, s'apprécier davantage ou voire même un dollar se déprécier complètement, ou plutôt l'inverse? Bah, l'idée, c'est que, alors, on enlève les phénomènes, politiques qui peuvent, créer du bruit, quand même. L'idée globalement en termes de flux déjà, c'est qu'il y a une divergence de bilan de banque centrale qui est, extrêmement importante. Donc, un écart qui va se creuser et qui va être, finalement, très défavorable au dollar, à court et à moyen terme, jusqu'à ce que la BCE réagisse. Et un de mes calls, moi, en 2026, c'est qu'elle va arrêter son quantitative tightening, parce que justement cette situation sera pas tenable. Mais ça implique qu'avant il y ait, bah, un euro USD qui continue, de progresser, et qui sonne un petit peu enfin qui fasse réagir, un petit peu tous les membres de la BCE. Mais l'euro ne c'est pas simplement face à l'USD, c'est par rapport aussi à toutes les autres monnaies, et on voit bien que tout le monde a compris que, voilà, un des moyens de compenser sur les exportations, c'est de faire baisser ces monnaies. Donc, on aura ce phénomène-là qui va peut-être les pousser à réagir.
Et après maintenant en termes de discours, simplement politique, il y a que très clairement les États-Unis et Trump qui veulent faire baisser le dollar et le plus tôt ils le feront avant les mi-termes, le mieux ce sera. Et en face, on a le discours des banquiers, centraux européens qui est, «L'euro doit être une monnaie de réserve». Donc finalement, si ça s'apprécie, c'est très bien. Donc en termes de discours et en termes de flux court terme et même de différentiel de taux courts, heu, il y a quand même plus de chances que les États-Unis réagissent à un chiffre de l'emploi faible, que l'Europe se réveille et prenne, tout le monde de court, sur une, potentielle baisse de taux. Même si moi je pense qu'on peut en avoir une en 2026, côté, européen parce que les la dynamique sur, l'inflation et comme je le disais un peu tout à l'heure, la dynamique mais aussi les risques, bon sens, sont vers une normalisation et potentiellement des chiffres qui seront sous le seuil de 2%. Mais malgré ce phénomène-là qui, à un moment, capera l'euro, je pense que sur la volonté politique, des États-Unis et le décalage qu'il peut y avoir sur, la fonction de réaction des banques centrales, il y a plus de chances que l'euro-dollar, continue de monter, sauf si on a un choc, énormissime, en Europe, non prévu. Donc le régime et je dirais les flux sont plus dans ce sens-là, à court terme. OK. On passe à la troisième zone qui est, très importante à tes yeux et puis et aussi aux miens, c'est la Chine. Alors, petit récap quand même assez rapide, la Chine a vu, bien évidemment sa bulle immobilière éclater à partir de 2021-2022. La Chine a beaucoup inquiété, le monde de la finance. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une certaine reprise, même si le secteur immobilier et le secteur bancaire sont un petit peu en difficulté. Est-ce qu'aujourd'hui, on est face finalement à un simple changement de régime, de croissance ou est-ce qu'on a toujours un vrai problème structurel en Chine? Alors, problème structurel, tu l'as, hein, parce que, déjà démographiquement, le la baisse de population est intervenue, un peu plus rapidement que prévu. Donc, ça implique que ton potentiel de croissance long terme, il baisse un peu plus vite que prévu aussi, donc ça, tu l'auras toujours. Maintenant le choc plutôt, je dirais cyclique du marché immobilier, parce que c'était cyclique et l'éclatement d'une bulle. La problématique, c'est qu'il dure quand même et que sur les dernières données qu'on a pu, avoir, c'était plutôt une accélération de la baisse des prix et ça, c'est problématique de manière directe et indirecte. Directe, déjà parce que ça affecte le secteur de la construction et on a bien vu que les investissements sur le marché immobilier, on était encore sur une baisse en 2025 qui est proche de 15, Mmh, par rapport à 24. Donc ce qui est quand même assez important, faut savoir que le marché immobilier, c'est un des gros leviers de la croissance chinoise et tu l'as aussi de manière indirecte et plus particulièrement en Chine parce qu'on estime, bah, selon les données que tu vas prendre, on estime qu'entre 60 et 70 de la richesse des ménages chinois, c'est de l'immobilier. C'est donc de l'investissement physique. Donc tu as, depuis maintenant plusieurs années, un effet richesse négatif et ça t'explique aussi pourquoi la confiance des ménages en Chine, il y a d'autres paramètres, j'en citerai quelques-uns, mais elle est finalement au même niveau qu'au moment du covid. Très légère recovery, mais c'est pas grand-chose. Après, problématique sur, la santé, l'éducation, et cetera. Mais globalement, le marché immobilier, qui reste un frein, va rester un frein en début 26, joue négativement sur ces 2 aspects. Donc il faut rester, voilà, attentif à ça et une des clés pour que la croissance chinoise soit forte en 26, c'est de stabiliser quand même le marché de l'immobilier. Parce que relancer la conso sans stabiliser l'immobilier, en fait, le levier macro sera ultra limité et ça va être un c'est peu clair. du court terme et des ajustements, on va dire, voilà,
de transition ou, mais rien qui puisse créer, une vraie redynamisation à moyen terme. Alors le point positif quand même, c'est que la consommation est devenue plus que jamais une des priorités du gouvernement et ça a été affiché dans leur dernier, statement, qu'ils ont déjà mis en place, annoncé des mesures de stimulation, sur la fin décembre, qui sont les premières et il y aura un réajustement au moment du mois de mars, je pense, qui est généralement la période à laquelle ils donnent leurs objectifs de croissance sur l'ensemble de l'année. Je pense qu'ils veulent juger aussi, la consommation au moment du nouvel an chinois pour ajuster et potentiellement, monter en puissance et ils auront cette nécessité aussi, comme je te disais, de mettre des nouvelles mesures sur le marché, immobilier. Ah, donc ça, c'est un peu une des clés, pour 2026 et sur le volet bancaire, le secteur est aussi faible parce que exposé au marché immobilier d'une part et aussi parce que les taux d'intérêt aujourd'hui, bah, voilà, la pente est plutôt plate, les marges des banques, sont, compressées parce que le but, c'est de redonner comme on peut plutôt du pouvoir d'achat aux ménages. Donc c'est 2 secteurs qui, voilà, ont quand même beaucoup souffert, ont été en retard. Maintenant, je ne peux pas m'empêcher d'être, quand même assez optimiste sur la Chine. Déjà parce qu'ils ont parfaitement conscience de la situation, que sur la consommation, je pense qu'ils sont peut-être ils ont jamais été aussi sérieux sur ce volet-là, Mmh, que les années passées, par nécessité, parce que, voilà, l'environnement international complexe, même sur leurs exportations, ils s'en sortent. Il y a quand même les droits de douane, il y a un certain nombre de mesures, de barrières douanières qui s'intensifient. La politique de transshipment qui était de passer par un autre pays pour contourner les droits de douane, elle est de plus en plus difficile à mettre en place, qui sentent bien que tout le monde, tente de leur tomber dessus. Alors, pour l'instant, les autres pays au-delà des États-Unis n'y arrivent pas parce qu'il y a aussi cette menace des terres rares qui leur permet d'avoir, voilà, un certain, voilà, une certaine force dans les négociations. Mais on l'a vu, l'Europe leur a quand même mis des droits de douane sur les véhicules électriques. Bon, il fallait mettre le double ou le triple, mais ça c'est parenthèse. Ça les a freinés 2 mois, mais voilà. Mais ils sentent quand même que là-dessus, sur ce canal, il faut se réinventer, que la part de la consommation dans le PIB, on n'est qu'à 40 en Chine, donc il y a un gros potentiel. Et dans un scope moyen long terme qui est le scope retenu par les autorités, avec une population qui est amenée à baisser, en fait, pour maintenir un niveau de croissance élevé, bah, il faut forcément doper la conso par habitant. clairement. Donc je pense qu'il y a cette prise de conscience, elle est là, elle a été, réaffirmée dernièrement et maintenant, il faut regarder les actes, après la parole. Ce qui, à mon avis, va arriver, potentiellement en 2026 et dans les années à venir. Alors justement, tu parles d'actes, il y a beaucoup de personnes qui critiquent un petit peu la position de Xi Jinping, qui estiment qu'il est, potentiellement, la vraie problématique de l'économie, chinoise, hein, parce que beaucoup estiment qu'il ne fait finalement pas assez. Est-ce que tu estimes que c'est le vrai risque aujourd'hui pour la Chine, un risque qui est beaucoup plus géopolitique, voire politique, plutôt qu'un risque économique, technologique ou autre? Ah, la Chine, c'est quand même complexe à gérer, enfin, je pense que les gens ne se rendent pas compte, déjà qu'il faut que tu dois gérer plus d'1 milliard d'habitants, la complexité que ça peut être, que c'est une zone économique vraiment à 2 vitesses, hein, entre l'ouest et l'est. Ça n'a ça n'a strictement rien à voir. Il faut savoir qu'en termes de mobilité, souvent pour passer d'une région à une autre, il faut un passeport. Enfin, c'est très complexe à gérer la Chine. Donc, tenir des pays comme ça, heu, voilà, ça demande déjà un certain doigté, dans la durée.
Maintenant, on peut le critiquer, bien sûr, sur le niveau de croissance qu'on peut aussi, remettre en question, et cetera. Mais il y a un certain nombre de points sur lesquels, on peut quand même saluer la performance. C'est je le disais en préambule, mais la tech, ils étaient nulle part il y a 10 ans. Aujourd'hui, on voit à quelle vitesse, ils avancent, heu, sur le volet intelligence artificielle, sur le volet, dépôt de brevets. Alors, certes, ils en déposent, des brevets de moins bonne qualité, mais je vous invite à regarder le nombre de dépôts de brevets de la Chine quand même. Les percées qu'ils ont pu faire sur, les semi-conducteurs sur la fin d'année, 2025. La montée en qualité de la production des biens. Je me souviens qu'en Allemagne, voilà, tout ce qui était turbines à éoliennes, c'était les leaders incontestés il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est les Chinois de très loin. On prend simplement les véhicules électriques. Bon, ils ont largement anticipé la chose, mais très clairement, ils sont de meilleure qualité. Ils sont largement moins chers que tout le monde. Tout ce qui va être lié au recyclage des batteries est, beaucoup mieux en place. Donc pareil, là-dessus, ils ont été très bons et on peut répéter ça dans la robotique, on peut répéter ça dans les drones et cetera. Donc il y a déjà un certain nombre de choses, qu'il a réussi à mettre, en place, mais ça va être plus effectivement sur le volet offre, production, exportation. Maintenant, le vrai défi pour lui est sur le côté, demande et consommation, mais qui, je pense, n'a été que très peu traité jusqu'ici Ouais. et c'est bien la critique que tout le monde leur fait. C'est, voilà, mais ils ont quand même réussi et là où je trouve, encore une fois, moi, j'étais très impressionné, c'est sur la PEC. Alors on peut dire: «Oui, ils ont copié machin truc», mais pas que, en fait. Pas que Mmh. et c'est ça la vraie nouveauté, c'est que, ils innovent, eux aussi. Donc voilà, ce sera, je pense une zone, très intéressante à suivre et la petite nouveauté qu'on a eu quand même en 2025, c'est le rebond des marchés. Après, des années de baisse, consécutives, parce qu'il y a aussi cette prise de conscience des autorités que pour créer un effet richesse, moment le marché immobilier baisse, bah, il y a pas 50 manières de le faire et c'est aussi le volet des actions, la volonté aussi d'attirer des capitaux sur ces marchés-là, de multiplier, certaines IPO. On l'a vu, tout dernièrement sur le secteur des semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et autres. Alors ce qui donne lieu à des performances de, 50 à 100 journalier, mais bon voilà, mais il y a quand même ce volet-là, donc bien sûr on peut le critiquer, mais en termes aussi de je dirais de géopolitique, heu, ils sont quand même aujourd'hui, très, très forts parce que militairement, on n'en parle pas, mais ils sont quand même très bien implantés partout sur la planète, alors que personne n'en parle. C'est vrai. Donc c'est, je pense, ça c'est une de leurs plus grosses prouesses. Et après en termes je dirais aussi de réserves, métaux, et surtout terres rares, hein, c'est quand même, une accumulation de réserves, assez, impressionnante et c'est ce qui leur permet dans les relations aujourd'hui d'avoir quasiment tout le temps l'ascendant. Dernier volet, pour la Chine, tu en parlais tout à l'heure, c'est la demande intérieure, donc la consommation chinoise. Alors, beaucoup avaient peur qu'on se retrouve un petit peu face à un Japon bis, en disant qu'on allait entrer dans une période de déflation qui allait être durable. Quel est un petit peu ton avis là-dessus? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas énormément d'évolution. Est-ce que tu estimes que cette faiblesse que l'on voit aujourd'hui est conjoncturelle ou est-ce qu'elle est, durable? Et est-ce qu'elle peut poser problème justement par la suite? Ça c'est une vraie bonne question. Là, à court terme, il y a quand même plusieurs paramètres. Il y a le volet conso qui est en partie conjoncturel à cause, du marché immobilier et de l'effet richesse. Il est aussi peut-être un peu plus
Structurel parce qu'il y a d'autres paramètres qui empêchent de consommer et surtout l'absence de certitude sur le volet santé qui tente quand même d'améliorer. Le volet aussi, éducation, où ils sont censés beaucoup améliorer la chose. Donc là, c'est quand même ça restera des freins, qu'on le veuille ou non, parce que ça entraîne des taux d'épargne élevés et donc ça fait que la consommation a du mal à accélérer. On est sur des taux de d'épargne en Chine qui sont quand même supérieurs à 30. Faut quand même l'avoir en tête. C'est, comparativement à moins de 5 aux États-Unis. Ça donne une idée de l'état d'esprit, du chemin qu'il peut y avoir à faire. Donc ça, c'est je pense ouais, ça, il y a du structurel et il y a du, cyclique. Et après l'inflation, elle dépend aussi de l'offre et la réalité, c'est que les Chinois ont énormément, produit dans tout un tas de segments, et ont été, ils sont toujours en surcapacité et ce qui fait qu'avec une demande qui certes progresse, mais pas autant que, heu, ce qu'on l'aurait espéré et une offre qui est quand même encore extrêmement importante, on est dans un phénomène de déflation, heu, si on prend le GDP déflator, pas simplement l'inflation sur le CPI, sur l'ensemble des biens, qui est, persistant et qui peut encore, se poursuivre, durant les quelques trimestres à venir. Maintenant, je pense qu'on pourra avoir une amélioration à partir du moment où le marché immobilier se stabilise et après, il y a eu quand même des politiques dernièrement, sur 2025, qui ont été, décidées pour, tenter justement de limiter dans certains secteurs les surcapacités aussi. Mais ça va être, très lent, sur ce segment-là parce qu'il y a un état d'esprit aussi à changer. C'est un peu la même chose que pour la conso finalement. C'est voilà, c'est changement d'habitude, c'est aussi, changement de modèle et ça, voilà, on est à 40 de part de la conso dans le PIB, ça va prendre du temps avant qu'il monte à 50, hein, donc Ouais. mais ça montre tout le potentiel qu'il peut y avoir en mettant en place des conditions peut-être un peu plus, ouais, favorables. Alors merci beaucoup pour la Chine. Pour conclure cet épisode, j'ai 2 questions à te poser. La première question et qui intéresse aussi beaucoup les investisseurs particuliers, c'est est-ce que tu estimes que les marchés sont beaucoup plus à risque que l'année dernière et potentiellement on pourrait avoir énormément de turbulences, voire potentiellement des épisodes de correction très importantes? Plus à risque. Mmh, je Mmh. sais, pas facile. Alors je dirais que, l'année dernière, les risques étaient quand même, identifiables. Le 1er risque, c'était, Donald Trump et sa politique de droits de douane. C'était jusqu'à quel moment, on pouvait imaginer qu'il allait maintenir son bluff. Donc c'était un risque, il était maîtrisé, on s'attendait à ce qu'il retourne à la phase de négociation. Donc voilà, les tensions, en revanche, toute la partie, géopolitique, parce que, géopolitique, c'est quand même passé beaucoup de trucs en 2025. Ça, c'était dur à anticiper. Ce qui a soutenu quand même le marché, c'est le fait qu'il ait dit à 2 reprises: «Faut acheter les gars, c'est pas cher». Donc ça, je pense que ça a enlevé quand même, ça a dérisqué beaucoup de gens, Oui. que, 2026, je pense que l'idée, ce sera aussi de maintenir les marchés à un niveau le plus élevé possible en amont des midterms. Parce que c'est, voilà, c'est une nécessité, pour lui. Ça reste quand même risqué parce qu'il y a, heu, les 2 paramètres que j'ai cités, c'est le niveau des taux longs et surtout le 30 ans, heu, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Japon. Je dirais que c'est un tout petit peu plus risqué à cause du Japon, 2026, justement. Parce que là, on est un peu dans une zone, inconnue et de test, puisque ça fait très longtemps qu'on n'a pas, revu ces niveaux-là. Donc il va falloir les voilà, les monitorer
et après sur le volet intelligence artificielle, voilà, c'est risqué sur les segments que j'ai évoqués précédemment. Maintenant, c'est peut-être voilà, un risque, où je suis un peu trop en amont de voilà, on sait qu'il y a en quelque sorte une bulle sur l'intelligence artificielle. Non, ça peut durer un peu et tant que je pense que jusqu'au midterm, Trump voudra faire monter les marchés, faire baisser le dollar, où on est dans une phase où politique monétaire, je parle des bilans agrégés des banques centrales qui, globalement, avec, enfin, vont se traduire par une liquidité qui est toujours là. Je dirais que les risques sont à peu près, voilà, en termes d'évaluation de risque, c'est à peu près similaire, quoi. C'est, voilà, des croissances qui sont quand même vulnérables à des chocs, mais géopolitiquement, on est, aussi dans un schéma où on a bien compris que Trump, même s'il braille beaucoup, à la fin, il veut des deals. Il veut des deals géopolitiques, il veut des deals, commerciaux et c'est ce qui, profite généralement, aux grosses boîtes cotées. Donc ouais, je suis partagé là-dessus, mais le vrai risque pour le marché, c'est, surtout les taux très longs. D'accord. Et pour terminer, du coup, alors je sais que tu ne vas pas, nous dévoiler tes secrets, mais aujourd'hui, si tu devais donner, véritablement un conseil aux investisseurs particuliers qui essaient de comprendre le monde, la finance de marché et les marchés financiers, globalement en 2026, quel serait-il? Je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'aller sur Twitter et de Je suis d'accord. bien sélectionner, les profils, de prendre, voilà, des gens plutôt, sérieux, de prendre un panel d'analystes et de préférence qui ne disent pas tous la même chose. Donc c'est bien d'avoir une diversité d'opinions pour, voilà, au moins avoir les idées et après se faire la sienne. Parce qu'il y a une quantité d'informations qui est, quand même, extrêmement importante, et qui peut être aussi à la fois globale, mais aussi, spécialisée, zone par zone. Et il y a le volet aussi au-delà, voilà, la macro, la manière dont elle est traitée, et le volet, journaliste, en fait. C'est-à-dire qu'on peut quasiment tout suivre, en live. C'est vrai. Exemple, le Venezuela, ça Exactement, peut c'est ce être que j'allais dire. quasiment du live, donc l'info et les réseaux sociaux ne sont pas que des outils négatifs. S'ils sont bien utilisés, bien filtrés, heu, il y a moyen d'en tirer, quand même, voilà, du positif et moi, j'utilise beaucoup pour faire avancer, certaines réflexions. Ou même, il y a des experts, sur les statistiques et il y a toujours un truc à en tirer, toujours un truc parce qu'une seule personne ne peut pas tout voir, c'est absolument impossible. Alors qu'en créant un bon filtre sur Twitter et en passant tout au crible, bah, finalement, on rate, beaucoup moins de choses. Donc le vrai bon conseil, voilà, il est là. Après moi, en investisseur, je rajouterais pour enlever un peu de frustration, personne peut acheter au plus bas et personne veut vendre au top. Ça, c'est, voilà, C'est de l'ordre du fantasme. ouais, ça, c'est le fantasme absolu et le dernier point peut-être, c'est, si c'est trop beau et trop facile, c'est que vaut mieux regarder trois quatre fois la chose et essayer de trouver des avis, divergents. C'est la même chose pour finalement les positionnements, hein, on l'a vu, hein, quand tout le monde est long ou tout le monde est consensuel, bah, c'est là où il y a des vrais risques de retournement donc C'est vrai. voilà, c'est avec ces petits conseils en plus, je pense que c'est, voilà, pas mal pour, du moins, avoir des avis, divers et variés. Bah, écoute, en parlant de Twitter, j'invite, tout le monde justement à s'abonner à ton compte, mais également aussi à suivre, ton site internet que je vais mettre bien évidemment, C'est en gentil. description. C'est, une mine d'informations importantes qui vous permettra justement d'être, un peu plus à l'aise d'un point de vue macroéconomique et sur les marchés. Je vous invite également à nouveau à vous abonner à notre chaîne. Écoute Christophe, je te remercie encore. Ça a été un énorme plaisir, un vrai honneur,
Je ne pensais pas dire cela il y a 2 ans. Tu le sais, on s'est rencontrés l'année dernière, grâce à un ami en commun qui se reconnaîtra et tu es quelqu'un, encore une fois, que j'admire beaucoup. Merci encore. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci, passe une excellente journée et excellente journée à tous. À la prochaine.